Enfants de tout pays, tendez vos mains, meurtri, semez l'amour, et puis donnez la vie. Enfants de tout pays et de toutes couleurs, vous avez dans le cœur notre bonheur. Cher public, bonsoir et merci d'être fidèles à notre rendez-vous. Mesdames et messieurs, notre émission ce soir a pour titre « Enfants de tout pays ». L'enfant, c'est la vie, l'espoir, le bonheur, l'insouciance, la sérénité et l'allégresse. Tout enfant mérite de jouir pleinement de sa vie. Rien ne doit gâcher la béatitude de sa paisible existence. C'est ce que les adultes ont longtemps lutté pour, à travers l'histoire. Et le fruit de leur labeur, c'est la Déclaration universelle des droits de l'enfant. En effet, chaque enfant doit être protégé contre toute forme d'exploitation. Il a le droit à un gîte, à la nourriture, à l'éducation et à être bien aimé. En plus, de nos jours, les enfants ont tout ce qu'il faut pour mener une vie heureuse, sans oublier les nouvelles technologies dont ils peuvent profiter. De plus, les moyens de divertissement comme le cinéma, les jeux vidéo, les parcs d'attractions sont devenus quasiment accessibles à tout le monde. Mais est-ce toujours le cas? Hélas non. Regardons ces images. Mais je vous préviens, âmes sensibles, s'abstenir. Nos enfants ont souffert et souffrent encore de l'atrocité de la guerre, de l'horreur de la famine, de la terreur de la misère. Nous espérons de tous nos cœurs ne plus voir de telles images. Enfants du monde, levez-vous, battez-vous pour vos droits et bâtissez un avenir radieux et un monde meilleur. Que la joie règne dans vos vies. Effectivement, la vie des enfants n'est pas toujours faite de rire et de joie. Parfois, ils sont obligés d'endosser des rôles qui ne leur correspondent pas. C'est le cas de Wahid Ould Sabir. Vous ne connaissez certainement pas Wahid, mais vous l'avez probablement croisé dans la société. Il n'y a pas que son nom qui est révélateur, son histoire est aussi significative. Regardons pour la savoir cette scène intitulée « Pardon mon enfant ». Comment tu te sens? Eh ben, je suis un peu stressée. Il faut que tu sois courageux. Normal. Une audience, c'est très impressionnant. Mais pourquoi tout ça? Je comprends rien. Ce que tu as fait est grave. On ne doit pas voler, quelles que soient les conditions. Je comprends que ta vie n'a pas été toujours facile, mais rien ne justifie ton acte. D'accord? C'est ce que le juge va t'expliquer aujourd'hui, et c'est pour ça qu'il va te poser des questions. Maintenant, prends une grande respiration et je serai à côté de toi. L'audience est ouverte, veuillez vous asseoir. Monsieur Richard, en sa qualité de plaignant contre Wahid Ould Sabir. Monsieur le procureur général, la parole est à vous. Monsieur le Président, Messieurs les juges, Mesdames et Messieurs, les enfants sont des anges sur la terre, l'incarnation de l'innocence et de la pureté. Hélas, ce n'est pas toujours le cas dans notre affaire. Nous sommes malheureusement face à un futur criminel. Oui, Wahid Ould Sabir, un enfant de 10 ans, a osé voler un médicament de la pharmacie de Monsieur Richard. Monsieur Richard, ce brave pharmacien a toujours fait preuve de générosité à l'égard de Wahid. Combien de fois il lui a donné des vieux vêtements de son fils. Combien de fois il lui a permis de laver sa voiture contre un paquet de bonbons. Et j'en passe. Est-ce ainsi qu'on récompense la gentillesse et la charité? Merci, monsieur le procureur. Monsieur l'avocat de la défense, qu'avez-vous à dire? Monsieur le Président, mon client a certes commis une erreur grave,
Mais ce n'est qu'un enfant. Il n'est pas conscient de la gravité de son acte, qu'il regrette déjà. C'est un garçon misérable qui survit comme il peut dans cette société qui le dénigre. Alors, je fais appel à votre clémence et demande que mon client bénéficie de circonstances atténuantes. Merci, monsieur l'avocat. J'appelle l'accusé à la barre. Comment t'appelles-tu? Je m'appelle Wahid Ould Sabra. C'est un surnom, ça. Quel est le nom de ton père? Hein? Père, parce qu'il me faut un nom de père. Je n'en sais rien. D'ailleurs, je ne sais pas qui est mon père. Bien sûr qu'il faut en avoir un. Pour l'instant, nous t'appellerons Wahid. Passons. Pourquoi as-tu volé une crème anti-rides? Monsieur le juge, c'est un médicament pour soulager les douleurs de ma maman. Elle souffre énormément et je ne supporte plus la voir se tortiller de douleur. Qu'est-ce qu'elle a, ta mère? Elle est alitée à un mal au dos depuis un mois. Elle doit guérir vite et reprendre le travail chez Madame Charité qui l'emploie depuis l'âge de 15 ans. Sinon, elle sera renvoyée. Vous savez, monsieur le juge, c'est une femme très gentille qui nous donne parfois les restes de son repas. Et son mari, monsieur Charité, m'aide beaucoup. Il me donne des paquets de chewing-gum et du papier mouchoir à vendre dans la rue. Il m'a appris comment persuader les gens pour qu'ils achètent ma marchandise. Et je suis payée 2 dinars par jour. Et que fais-tu de l'école, mon enfant? J'étais plutôt un élève studieux. Et les enseignants m'encourageaient souvent à persévérer. Mais j'étais, selon monsieur Charité, assez grand pour travailler et aider ma mère. Alors, il m'a proposé le travail et j'allais des demi-journées à l'école. Mais maintenant que je suis devenu un bon vendeur, je travaille à plein temps. Monsieur Charité m'a promis de doubler mon salaire et m'a donné des cigarettes et d'autres bonbons à vendre. Je comprends. As-tu quelque chose à ajouter? Oui, monsieur. Depuis tout à l'heure, vous parlez de vol. Mais je n'ai rien volé. J'ai dit à monsieur Richard que je rembourserai le médicament 1 dinar par jour et je n'ai pas beaucoup d'argent. Mon verdict est prêt. Wahid Ould Sabra, je te déclare innocent. Je réglerai la dette de ce garçon. Les vrais coupables dans cette affaire sommes nous, un père irresponsable, une mère victime et ignorante, des riches qui ne connaissent pas la charité, et des hypocrites qui portent si bien le masque de saint, une société cruelle qui ne juge que d'après les apparences. Pardon, mon enfant. Chaque enfant a droit à une identité dès sa naissance. Même un enfant abandonné ou de filiation inconnue a droit à l'attribution d'un nom patronymique. Et toute personne qui emploie un enfant ou le charge d'un travail est considérée comme hors la loi. On parle ici d'un cas de traite d'enfants et c'est une forme d'exploitation économique et donc passible de sanctions prévues par le code pénal. Dans la scène précédente, Wahid est un enfant qui vivait dans la précarité. Alors, on a incriminé la pauvreté qui pousse les gens à la faute. Par contre, si l'enfant vivait dans un milieu aisé, rien ne gâcherait sa vie paisible et ne le priverait de ses droits. Mais est-ce toujours le cas? Regardons pour le savoir cette scène intitulée « Les pauvres riches ». Tu veux bien lâcher ce téléphone et discuter un peu avec moi? Hé, je te parle. Doucement. Tu as encore mal? Oui. Et toi, ton œil va mieux? Pas vraiment. Je dois le cacher avec cette lumière. Allez, mange. Je n'ai pas d'appétit. Tu sais, moi aussi. D'ailleurs, je ne veux ni manger, ni aller à l'école, ni sortir avec les garçons. Ce que je désire, c'est de m'enfuir pour m'échapper à cette souffrance et à cette ambiance empoisonnée. Tu as raison. C'est devenu vraiment insupportable.
Depuis la faillite de la société, mon père s'est métamorphosé. On ne le reconnaît plus. Il arrête de se chamailler avec maman pour un oui ou pour un non. Il est devenu violent et agressif. Maman est vraiment devenue mélancolique et malheureuse. Je l'entends souvent pleurer. J'ai vraiment peur pour elle. Comme je crains le pire, surtout quand papa se met à hurler et perd tout contrôle de lui-même. Et dire qu'il formait le couple parfait que tout le monde jalousait. Il incarnait une belle histoire d'amour. Ils s'entendaient à merveille. Tout a basculé le jour de la faillite de la société. Papa est devenu méconnaissable. Plus d'affection, de tendresse, que d'agressivité et de souffrance. Notre vie est devenue infernale, rien qu'une cascade de souffrance et de douleur. Je n'ai aucun espoir, plus d'attente. Je veux en finir avec cette histoire. Moi aussi. Je pense à partir loin, très loin, où personne ne peut me rattraper, surtout papa. Bonjour monsieur, asseyez-vous s'il vous plaît. Merci, madame. Monsieur, je vous ai invité aujourd'hui pour vous faire part de la situation déplorable de vos enfants. En effet, depuis 1 mois et demi, leur comportement devient déplorable. Ils sont devenus violents, agressifs, leur absence se multiplie et les professeurs les surprennent à maintes reprises endormis pendant les cours, sans parler qu'ils ne font presque plus leurs devoirs. Leur agressivité s'étend même jusqu'à leurs camarades. Ils ne les respectent pas, ils sont violents et en viennent même aux mains. C'est très regrettable. En plus, nous avons constaté qu'ils subissent des mauvais traitements, des traces de maltraitance physique. Qu'en dites-vous? Vos paroles me surprennent, madame la directrice. Je ne comprends rien de leur attitude. Pourtant, mes enfants ne manquent de rien. Ils sont toujours gâtés. Je pense des sommes énormes pour les rendre heureux. Je les prive de rien. Ils sont gâtés et leurs désirs sont désordres. Monsieur, cette éducation est préjudiciable pour vos enfants. Ici, j'ai les rapports qui montrent tout leur mauvais comportement. Je comprends maintenant leur attitude. En effet, voyez-moi ça. Les faits constatés sont de nature à constituer une menace pour vos enfants. Ces images me brisent le cœur. Si la situation ne s'améliore pas, je vais être obligée de prévenir le délégué à la protection de l'enfance. En effet, il dispose à cet effet de plusieurs mécanismes qui peuvent les secourir, soit par une action de sensibilisation ou par être obligé de vous les retirer. Monsieur, je suis navrée de vous le dire, mais si je ne remarque pas une amélioration d'ici les jours qui viennent, je vais prendre les mesures nécessaires. D'accord, madame la directrice. Merci, monsieur. Au revoir. Même issu d'un milieu aisé, l'enfant peut être exposé à des situations dangereuses et menaçantes. C'est pourquoi la loi a prévu plusieurs précautions pour le défendre. Il apparaît ainsi que l'intérêt supérieur de l'enfant est la considération majeure dans toutes les mesures prises. D'après les scènes précédentes, il apparaît que les enfants peuvent être exposés à des situations bien menaçantes. C'est pourquoi je vais vous éclairer sur le cadre juridique de la protection de l'enfance en Tunisie. Premièrement, la Tunisie a lutté contre le travail des enfants en ratifiant les conventions internationales suivantes. La Convention internationale des droits de l'enfant, la Convention de l'Organisation internationale du travail, la Convention de l'Organisation internationale du travail sur les pires formes de travail des enfants, l'adhésion du protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant concernant l'implication d'enfants dans les conflits armés,
et l'adhésion au protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant concernant la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants. Et maintenant, pour les principaux mécanismes de la protection de l'enfant. Au niveau national, la Tunisie a adopté un cadre juridique garantissant la protection des enfants contre toutes les formes d'exploitation. Aussi, plusieurs secteurs interviennent directement dans l'élaboration des programmes de la protection de l'enfant. Différentes mesures préventives à caractère social, éducatif, sanitaire, visant à protéger les droits de l'enfant, prenant en compte les moyens disponibles et qui sont compatibles avec les normes de la législation internationale. Maintenant, sur le plan législatif. La législation tunisienne a connu une évolution au niveau des concepts fondamentaux de la protection de l'enfant contre toute forme de violence et de préjudice, d'atteinte physique ou psychique ou sexuelle, d'abandon ou de négligence qui engendrent le mauvais traitement ou l'exploitation, qui sont adoptés conformément au principe général stipulé dans l'article 3 de la Convention relative aux droits de l'enfant. Par ailleurs, le législateur tunisien a modifié plusieurs lois et promulgué plusieurs décrets, arrêts et circulaires ministériels avec les mesures susceptibles d'améliorer la situation juridique et civile de l'enfant dans les différents domaines. Ceci est consacré dans la nouvelle constitution tunisienne du 24 janvier 2014. La dignité, la santé, les soins, l'éducation et l'instruction constituent les droits garantis à l'enfant par son père et sa mère et par l'État. L'État doit assurer aux enfants toute forme de protection sans discrimination ou conformément à l'intérêt supérieur de l'enfant. Et maintenant, le Code de la protection de l'enfant. Les dispositions générales inspirées par l'esprit de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant, les dispositions relatives à l'intervention au profit de l'enfant en danger, les dispositions relatives à l'intervention au profit de l'enfant délinquant. Le Code de protection de l'enfance contribue à la promotion d'un environnement favorable à l'enfant, pour le protéger de toute forme d'exploitation économique qui le prive d'une scolarité régulière ou qui nuit à sa santé ou à son intégrité physique ou morale. Il souligne la nécessité de considérer l'intérêt supérieur de l'enfant dans toutes les mesures prises à son égard, soit par les tribunaux, par les autorités administratives ou les institutions publiques ou privées de protection sociale. Dans ce cadre, la loi qui a promulgué le Code de la protection de l'enfance a créé la fonction du délégué à la protection de l'enfance, DPE, ainsi que les fonctions de juge de famille ou juge des enfants. Aussi, le Code du travail interdit le travail des enfants de moins de 16 ans et les pires formes de travail des enfants sont interdites. L'attribution d'un nom patronymique aux enfants abandonnés ou filiation inconnue est ainsi garantie. Sur le plan des programmes et des institutions, la fonction du délégué à la protection de l'enfance, il assure l'efficacité de l'intervention au profit de la prise en charge de l'intérêt supérieur de l'enfant et adopte l'approche du travail en réseau et œuvre en coordination effective avec les différentes autres parties intervenant dans la protection des enfants. À cet effet, conformément, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Il est assisté par le ministre de la Jeunesse dans l'accomplissement de sa fonction par les services et les succursales des établissements des institutions judiciaires, sociales, sanitaires, éducatives et culturelles concernées par l'enfant qui lui procurent les mécanismes nécessaires à l'exécution de ses missions. Les fonctions de juge de famille ou juge des enfants. En période de jugement, les principales problématiques sont la faible disponibilité des juges d'enfants dans plusieurs tribunaux, de plusieurs instances et le manque de concertation entre les spécialistes en matière d'enfance tels que prévus dans le Code de la protection de l'enfant. Parmi les programmes dans le domaine de la protection de l'enfance, on peut citer en particulier programme de placement familial ou la kefela des enfants sans soutien familial, géré par des associations à l'intérieur de la Tunisie pour l'accueil provisoire des nourrissons en attendant la régularisation juridique, sociale ou familiale de leur situation, ainsi que vers l'augmentation des allocations destinées aux familles qui accueillent les enfants sans soutien familial dans le cadre de formules de placement familial.
la création d'un fonds de garante de la pension alimentaire et de la rente de divorce pour protéger les femmes divorcées et leurs enfants, et le programme national du travail social en milieu scolaire a démarré en 1980, dont l'exécution est supervisée par le ministère des Affaires sociales et de solidarité en collaboration avec les ministères de la Santé et de l'Éducation et de la Formation, des cellules d'écoute et de guidance, et pour l'insertion et la réhabilitation des enfants qui quittent les centres de rééducation, un programme a été élaboré afin de permettre aux enfants délinquants de bénéficier des services d'un fonds de réhabilitation et d'insertion dans les domaines de la poursuite des études, de la formation et de la formation professionnelle ou de la création de projets pour leur propre compte. Le plan d'action national de lutte contre le travail des enfants, adopté depuis janvier 2016. Le réseau des structures spécialisées dans la protection de l'enfant s'est développé par la création de l'Observatoire d'information, de formation, de documentation et d'études pour la protection des droits de l'enfant, et la restructuration et le développement des programmes et interventions des centres intégrés de la jeunesse et de l'enfance. La création de centres intégrés pour la protection et la réinsertion sociale dont la principale mission est le dépistage précoce de la délinquance, l'orientation et l'encadrement social et éducatif des personnes et des familles confrontées à des difficultés d'adaptation sociale. La création d'institutions de protection d'enfance avec un régime de demi-pensionnat ou de suivi dans le milieu familial qui garantissent des services éducatifs ou sociaux appropriés aux besoins des enfants exposés à l'abandon familial. Le développement des services de l'Institut national de la protection adressés aux enfants sans soutien familial âgés entre 1 jour et 6 ans. Et enfin, mesures de prise en charge de l'enfant en conflit avec la loi, soit par l'observation en milieu ouvert avec jugement, les médiations, la réception de la demande de la médiation, la conciliation, la soumission de l'acte de la médiation ou l'assistance sociale. Mais pour conclure et pour faire simple pour les non-juristes, il faut retenir que le législateur tunisien a tout mis en place, des structures, des programmes, des institutions, des organismes pour protéger l'enfant et lui garantir un avenir radieux. D'après les scènes précédentes, vous imaginez peut-être que la vie des garçons est beaucoup plus dure que celle des filles et que seuls les adultes subissent des situations pénibles. Regardons cette scène intitulée « Un noir si pur » et mettons-nous dans la peau de Mélek, puis jugeons. Regardez qui est là, c'est la noire. Je ne supporte pas cette fille. Elle gâchera tout comme d'habitude. Coucou les filles, vous voulez qu'on joue ensemble? Oh non, je dois rentrer, j'ai d'autres choses à faire. Moi aussi, ma mère m'appelle, je peux pas. Salut, on est ensemble dans la même classe. Vous voulez qu'on forme un groupe pour faire les projets? J'ai tant d'idées et... Désolée la noire, on est au complet, va chercher ailleurs. Qu'elle me dégoûte cette fille. Une négrette collante et énervante en plus. Quel beau match! Oh non! Le vent a porté le ballon loin. Avec quoi on va jouer maintenant? Ce n'est pas grave, je peux la porter. Tu n'es pas sérieuse, négrette. J'irai le faire moi-même. Mais qu'est-ce qui te prend? Rien, je ne la supporte pas. Si seulement elle était mignonne, j'aurais peut-être fait un effort, mais ça ne vaut pas la peine. Venez les enfants, rassemblez-vous, j'ai une merveilleuse nouvelle à vous annoncer. Le comité de notre cité a décidé de participer à une compétition nationale pour élire la meilleure cité de l'année. Alors, nous voulons recueillir vos propositions afin d'élaborer un plan d'action. En plus, une partie sera dédiée aux enfants. Monsieur, j'ai une idée. Je propose qu'on organise une campagne de propreté et faire des affiches de sensibilisation sur la protection de l'environnement. Qu'en pensez-vous? Faites taire cette gamine. Pourquoi est-ce qu'elle se mêle aux affaires des adultes? Moi, j'ai une autre proposition.
Dans le même contexte, puisque le jardin du coin est sale et le nettoyer serait trop fatigant, je propose de le démolir et construire à sa place une salle de jeu. Bonne idée, mon garçon, bonne idée. On en tiendra compte plus tard dans la prise de décision. On ne peut qu'être fiers de nos garçons, les hommes de demain. Monsieur, l'idée de mon voisin est certes bonne, mais à mon avis ce serait trop coûteux et ce jardin constitue les poumons de notre cité. Par contre, on pourrait le nettoyer et projeter chaque samedi après-midi un film qui sensibiliserait sur des problèmes divers, tels que le racisme, la discrimination, le sexisme. Elle me tape sur les nerfs, cette fille. Elle ose non seulement nous contredire, mais aussi ses idées sont tellement bêtes. Elle fera mieux d'aller faire le ménage avec sa mère. Raciste, sexiste et en plus misogyne, c'est le comble. Franchement, je plains ces enfants. Toute personne a droit à l'exercice de ses droits et à exprimer librement ses opinions, sans préférence, ni discrimination, ni exclusion, fondée sur la race, le sexe, l'âge, la couleur. De plus, les conséquences de tels actes sont extrêmement graves sur le développement psychique de tout individu. À ce propos, Madame Hegeney, psychologue, va mieux nous éclairer. L'enfant est une entité donc, qui a besoin dans sa vie et au cours de son développement de jouir de ses droits. Ça, c'est primordial. Mais toutefois, il a besoin d'autre chose, d'un équilibre psychologique. Et donc, pour assurer un équilibre psychologique dans sa vie, un enfant, il a besoin essentiellement de bienveillance et d'écoute. Et donc dans la vie d'un enfant, les parents doivent doivent prendre conscience en fait de cette réalité pour contrôler et réviser si possible. En fait, il n'y a pas une recette toute prête pour faire un enfant parfait. Un parent non plus, il n'y a pas de parents qui sont parfaits. Du coup, donc ils doivent s'y faire aux choses de la vie. Et donc, c'est pourquoi il faut connaître les principales blessures émotionnelles dont l'enfant peut être victime, entre guillemets. Les principales blessures émotionnelles dont l'enfant peut être victime. Telles que par exemple la peur de l'abandon. En fait, l'abandon, on peut le représenter en tant que prison dans le cœur. C'est assez dur, mais c'est l'image, c'est la représentation qu'on peut attribuer à cette blessure. Donc en fait, cette blessure émotionnelle qui vient du passé prend son origine lorsque la mère ou la personne qui s'occupe de l'enfant ne peut pas répondre en fait aux attentes et à la figure protectrice que la maman peut jouer. En fait, tout ça ne veut pas dire qu'on est en train de culpabiliser la maman. Non, nullement. Donc il s'agit souvent d'enfants laissés seuls pendant de longues périodes ou élevés par des tierces personnes. Et donc par exemple pour des raisons personnelles où la maman ou les parents ne veulent pas répondre de façon adéquate aux exigences de compagnie ou d'attention demandées par l'enfant. Et donc les personnes qui ont vécu ces expériences d'abandon dans l'enfance ont tendance à être peu sûres d'eux, peu sûres d'elles en fait, et développent une dépendance émotionnelle basée sur la peur d'être de nouveau abandonnées par autrui. C'est ça la problématique donc de cette blessure émotionnelle qui est l'abandon. Il y a une autre blessure qu'on appelle violence intrafamiliale qui peut induire un chaos intérieur.
Donc, culturellement, on nous a appris que certaines violences envers les enfants sont acceptables, telles que une gifle, des fessées. Or, de nombreuses études ont prouvé le contraire. Cette violence enseigne aux enfants à résoudre leurs conflits par la violence. Et donc, en fait, on a compris par la suite, donc, la violence, on ne peut pas répondre à la violence par la violence. Ces séquelles et blessures émotionnelles de l'enfance sont portées à l'âge adulte. Du coup, on peut produire des adultes eux-mêmes qui peuvent être donc violents dans leur vie de couple, dans leur vie de famille, à l'égard de leurs enfants aussi. Donc, on reporte ce qu'on a vécu pendant l'enfance à l'âge adulte. Il y a aussi une autre blessure qui est le rejet. En fait, le rejet, c'est un miroir désolé. Oui, on va s'expliquer. En fait, certains parents rejettent leurs enfants pour diverses raisons. Ils naissent à un moment inadéquat, tel que, on peut dire parfois, un enfant non désiré. Donc, ces enfants sont le produit d'une négligence, sont exactement comme l'un de leurs parents. Le rejet constant d'un enfant va créer en lui un processus d'auto-rejet. Il va se rejeter lui-même. Cette blessure émotionnelle du passé va se répercuter à l'âge adulte, avec la sensation que jamais on ne pourra faire assez bien dans la vie, au travail, dans les études, dans les relations amoureuses. Ces individus préfèrent rester seuls et isolés, parce qu'ils ont perdu confiance en eux, du fait qu'ils ne sont pas, ou qu'ils n'ont pas été des enfants désirés. L'injustice, par exemple, c'est une autre blessure émotionnelle qui se traduit à travers, par exemple, une âme impotente. Donc, on va s'expliquer ce que veut dire. Dès un âge très jeune, les enfants ont la capacité d'évaluer si une situation dans laquelle ils sont impliqués est juste ou injuste. Et donc, quand ils reçoivent un traitement qui n'est pas équitable, pour les enfants qui ont vécu, par exemple, dans une famille nombreuse, souvent ils sont victimes de ça, de cette injustice entre les enfants, entre la fratrie. En vivant dans un environnement qui a été très injuste, le jeu se détériore petit à petit, transmettant l'idée aux enfants qui ne méritent pas l'attention des autres. Et donc, à l'âge adulte, une fois cet enfant devient adulte, il va souffrir de cette blessure émotionnelle qui peut se traduire par un manque de confiance en lui, ayant une vision pessimiste, par exemple, de la vie. Ces personnes auront des problèmes pour faire confiance aux autres et établir des relations extra-familiales ou extra-conjugales et tout. Et donc, ils penseront inconsciemment que tout le monde les traite mal. Une autre blessure qui est la trahison. En fait, la trahison qui peut se traduire à travers des promesses qui sont non tenues dans un monde terrifiant. Par exemple, souvent on peut promettre à un enfant: demain je t'emmènerai au manège, demain je vais t'acheter un cadeau, demain je vais t'emmener par exemple chez tes grands-parents. Et malheureusement, l'adulte n'en convient pas à ces promesses. Et donc volontairement ou non, on ne tient pas nos promesses, mais ne pas tenir ces promesses vis-à-vis d'un enfant va traduire des blessures émotionnelles, en lui enseignant que le monde des adultes ne peut pas être toujours fiable. Donc on ne peut pas faire toujours confiance au monde adulte. Il deviendra du coup, une fois adulte, donc une personnalité peu assurée, peureuse, ayant par exemple un comportement
qui peut virer vers la jalousie compulsive. Oui, donc c'est assez gênant, cette blessure qu'on peut subir à l'âge étant enfant en fait. Donc il y a une autre blessure qui est aussi importante, qui est l'humiliation. C'est un esprit blessé. Aujourd'hui, plus que jamais, on observe par exemple dans nos écoles, dans les lycées, les collèges, même dans les quartiers, donc on voit des enfants qui grandissent dans des environnements humiliants. Le harcèlement est l'un d'entre eux. Donc ce sont des enfants qui sont constamment soumis à des situations humiliantes, des moqueries, des disqualifications, que ce soit à l'école ou à la maison. Même les parents peuvent induire des humiliations vis-à-vis de leurs enfants, mais souvent malheureusement le parent il n'essaie pas de peser les mots qui peuvent être humiliants, une action humiliante vis-à-vis de son enfant. Du coup, ces enfants grandissent avec une forte tendance à la dépression, à une sous-estime de soi. Et donc, nous nous rappelons donc, certainement tous de situations humiliantes dans l'enfance. Même en classe préparatoire, dans les jardins d'enfants et tout. Il suffit de s'en souvenir pour comprendre à quel point ce traumatisme émotionnel de l'enfance peut être gravé dans nos mémoires. Et donc, il s'agit en fait d'une charge qui accompagnera donc toute notre vie d'adulte. Donc, la peur de l'inconnu aussi. Donc, beaucoup de parents encouragent leurs enfants à perdre leur peur de l'obscurité, de l'eau ou des endroits inconnus. Donc, souvent, on pousse nos enfants à des limites donc non, que l'enfant ne peut tenir. Malheureusement, oui, c'est un vécu de l'enfant. Et l'adulte ne peut se mettre à la place de l'enfant pour comprendre sa peur de cet inconnu, tel que il a peur de l'eau, il a peur des milieux qui sont vides ou en hauteur. Et donc, malheureusement, on pousse nos enfants donc à leurs limites. Et ainsi, en tant que parents, nous devons être très attentifs à nos comportements et nos remarques et comprendre que quelque chose qui n'a pas de valeur pour nous, on en a énormément pour notre enfant et peut le marquer toute sa vie. Et donc la patience, la compréhension et le dialogue donc, sont des qualités que nous devons développer à l'égard de nos enfants afin de leur offrir donc, une enfance chargée de bien-être, de confiance et d'amour. Certes, la mission de l'État est très importante dans la protection de l'enfant, mais elle doit être complétée par le rôle de la société civile. Dans ce sens, nous vous présentons le témoignage de Madame Rosanna de Fursac, cofondatrice de l'association Terre des Hommes et également cofondatrice de l'association Amal pour la famille et l'enfant. Je m'appelle Rosanna. J'ai commencé mon travail avec les enfants avec l'association internationale Terre des Hommes qui a travaillé en Tunisie jusque dans les années 78, à peu près 78-80. Quand Terre des Hommes a décidé de quitter la Tunisie, avec des amis tunisiens, nous avons créé une association tunisienne qui vient en aide aux familles dépourvues de pauvres et aux enfants qui non scolarisés, qui s'est peu à peu développée. Qu'est-ce que je peux dire encore? Donc, jusqu'au moment où j'ai pris ma retraite, l'association Amel, qui venait en aide d'abord, qui a commencé en venant en aide aux mères, aux femmes célibataires qui avaient des enfants hors mariage et qui voulaient quand même garder leurs enfants, ce qui était très difficile.
parce qu'elles étaient rejetées par leur famille, par leur quartier, par le voisinage. Et quand elles quittaient l'hôpital, c'était généralement pour se retrouver dans la rue, pour mendier ou pour faire de la délinquance ou aller dans la prostitution. Donc on est arrivé grâce à plusieurs interventions gouvernementales à les venir en aide, à créer un foyer. Et on a développé des activités auprès de ces femmes au niveau de la formation juridique, une formation professionnelle, venir en aide aussi à leurs enfants quand ils ont été en âge d'être scolarisés. Puis après, l'association a aussi développé d'autres activités en fonction des enfants toujours. Et on a créé 2 centres d'ateliers scolaires ou d'aide scolaire, un à la cité Tadamène, l'autre à Tozeur, qui prenait en charge toujours dans une optique de droit à l'enfant, non pas pour venir en aide aux enfants, uniquement pour venir en aide aux enfants, mais en même temps pour essayer de leur inculquer quels étaient leurs droits et leurs devoirs et comment ils pouvaient agir sur la société civile pour pouvoir améliorer la situation des enfants en Tunisie. Les associations, l'association Amel, comme toutes les autres associations, on travaille beaucoup au niveau de la société civile. Elle rencontre beaucoup d'encouragement auprès de certains ministères. Par contre, au niveau elle a aussi des difficultés, mais grâce aux efforts, on arrive quand même à agir et avec les magistrats, avec la justice, à agir pour le bien des enfants. Voyons maintenant ce qui se passe en dehors de nos frontières. Pour cela, nous vous présentons le témoignage de Madame France Lévesque du Bureau international des droits des enfants Montréal. Bonjour, mon nom est France Lévesque. J'ai été conseillère en développement organisationnel pour le Bureau international des droits des enfants déployé en Tunisie. J'ai également été coopérante au Bénin et au Sénégal. De formation, je suis juriste. Alors, il me fait plaisir de vous parler brièvement de ce qu'est le droit des enfants au Canada, plus particulièrement au Québec. Au Québec, nous avons une loi qui s'appelle la loi de la protection de la jeunesse, qui émet les assises de la protection de la jeunesse, donc les idées, l'encadrement pour la protection. Et il y a aussi ce qu'on appelle la direction de la protection de la jeunesse, qui est aussi également un organisme gouvernemental qui est chargé d'accueillir les signalements de cas problématiques au niveau de la protection de la jeunesse. Et ils font naturellement, lorsqu'il y a un signalement, une enquête. Et selon les conclusions de l'enquête, ils peuvent prendre diverses mesures de protection pour les jeunes, que ce soit de les retirer de leurs milieux familiaux et de les mettre dans une famille d'accueil selon les problématiques, ou alors de l'accompagnement au niveau des services sociaux, qui sont encore aussi des organes étatiques. Il peut aussi y avoir de l'accompagnement au niveau des parents qui éprouvent des difficultés avec des psychologues ou des intervenants sociaux. Il peut y avoir aussi des interventions au niveau des enfants eux-mêmes. Donc, une panoplie, si l'on veut, d'organes étatiques. Premièrement, comme je vous dis, c'est encadré par une loi, mais ensuite, il y a plein de services qui peuvent être offerts quand il y a des problèmes au niveau de la protection de l'enfance. Il y a aussi la commission de la protection de la personne et de la jeunesse, ou organe encore étatique pour lequel on peut faire un signalement lorsqu'il y a des difficultés au niveau de la protection de l'enfance. Ici, au Québec, je ne crois pas, mais ça existe probablement, ça existe partout, mais il n'y a pas beaucoup d'exploitation économique de l'enfance. Ça va être plutôt de la maltraitance, de la violence, de la pauvreté.
qui amène ces problèmes-là. Alors, voilà. Et dernièrement, il y a eu un événement qui a fait la manchette et qui a mis littéralement tout le Québec en émoi, c'est-à-dire il y a eu un cas de maltraitance aiguë qui a été fait par des parents. Alors, comme je disais, c'est pratiquement une histoire d'horreur. Ça s'est passé, c'est une jeune fille de 7 ans qui est décédée, alors qu'il y avait eu beaucoup de signalements au niveau de la direction de la protection de la jeunesse, qui demandait de la protection justement de cette jeune fille-là. Elle était sous-alimentée, elle était violentée, ligotée, négligée, enfin, une histoire d'horreur. Alors, elle en est décédée. Elle a été retrouvée ligotée, perte de connaissance. 7 ans seulement. Alors, quand cette histoire-là est sortie, je me répète, mais tout le monde était en émoi. Alors, le gouvernement du Québec a décidé de faire une commission d'enquête nationale pour faire des recommandations au niveau de la direction de la protection de la jeunesse, parce que comme il y avait eu plusieurs signalements, même des jugements qui suggéraient de la retirer de son milieu familial, elle est restée là quand même, jusqu'à en décéder. Alors, de faire des recommandations sur qu'est-ce qui s'est pas mal passé dans ce cas-là, de faire des recommandations et aussi au niveau de la loi. Au niveau du Bénin, c'est un peu la même chose. Il y a une politique nationale de protection de l'enfance. Il y a aussi ce qu'on appelle l'Office central de protection des mineurs. Par contre, ils ont des interventions surtout à Cotonou, pas partout. Et il faut dire que moi, mon constat personnel, c'est que comme j'habitais plusieurs mois à Cotonou, les gens de Cotonou, les Béninois achètent leurs vêtements, achètent leurs tissus, ils font faire leurs vêtements par des couturiers. Lorsqu'on entre dans la boutique, c'est un adulte qui nous répond, mais lorsqu'on le regarde à l'arrière, ce sont des enfants qui font les vêtements sur les machines. Donc, c'est vraiment de l'exploitation. Par contre, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a quand même des membres de la société civile qui font également de la protection. Par exemple, j'ai travaillé pour le projet au Bénin, IDA, c'est l'insertion durable des diplômés du secteur agro-pastoral qui tente de former les jeunes et de leur trouver de l'emploi de façon durable pour qu'ils soient autonomes et qu'ils ne soient pas exploités. Voilà. Et également, je voulais dire qu'il y a une organisation au Québec qui s'appelle Motivation Jeunesse qui fait un excellent travail pour aider les jeunes venus de différents pays qui arrivent au Québec pour s'intégrer avec des activités physiques, avec plein d'activités d'insertion sociale. C'est un organisme magnifique. Alors, les outils législatifs sont là, les choses sont là, sauf que l'humain étant ce qu'il est, rien n'est parfait. Et la société civile joue un grand rôle, je crois. Nous concluons ce discours avec les paroles de M. Kofi Annan, secrétaire général de l'ONU. Rien n'est plus important que de bâtir un monde dans lequel tous nos enfants auront la possibilité de réaliser pleinement leur potentiel et de grandir en bonne santé, dans la paix et dans la dignité. D'ailleurs, malheur à celui qui blesse un enfant. Enrico Macias.